Dans cette série de cours consacrés à la mécanique du solide élastique, nous allons aborder maintenant l'étude du tenseur des déformations et sa transcription sous forme de cercle de Moore au travers de 3 séquences. Lors de la première séquence, on va construire pas à pas la matrice associée au tenseur des déformations en s'appuyant sur un cas bidimensionnel et on généralisera au cas tridimensionnel. La suite des séquences nous montrera comment exploiter des jauges extensiométriques, en particulier des jauges à 45 degrés, pour trouver les éléments informatifs obtenus dans une campagne d'essai. Alors, tout d'abord, rappelons la définition d'une déformation. C'est le changement de forme d'un système. Ce changement peut être réversible, on parlera dans ce cas de déformation élastique, irréversible, on parlera dans ce cas de déformation plastique. Certains déplacements s'accompagnent ou non de déformation et on va se placer systématiquement dans l'état déformé pour mettre en équation le système. Les déformations sont des grandeurs vectorielles et elles vont permettre de décrire des phénomènes, donc des changements de forme que l'on observe le long des axes ou sur des axes parallèles aux axes du système de coordonnées. Et ces déformations seront appelées extension, retrait, encore allongement unitaire. Et puis, dans une déformation, il peut y avoir des variations d'angle. Un angle droit ne reste plus un angle droit après déformation. Et on parlera alors de glissement ou de distorsion. C'est ce que l'on voit sur la figure à l'écran. Un cube, initialement repéré par les sommets A, B, C, D, E, va subir une sollicitation, par exemple, de nature mécanique. Et après déformation, on observe des allongements et des glissements sur ce petit élément de volume. Pour décrire ce qu'il se passe dans l'espace, on va avoir recours à un objet mathématique qui s'appelle la matrice associée au tenseur des déformations. Cette matrice est similaire à la matrice associée au tenseur des contraintes. Elle possède des termes diagonaux notés epsilon x, epsilon y, epsilon z, qui traduiront les allongements unitaires, respectivement dans les directions x, y, z, et puis des termes extradiagonaux, gamma indice ij, qui vont permettre de quantifier la distorsion ou le glissement de deux directions orthogonales. Cette matrice est symétrique, tout comme la matrice associée au tenseur des contraintes. Alors on va voir maintenant comment on peut construire cette matrice à partir de l'étude d'un déplacement. Alors on connaît tous les déplacements. En mécanique du point, on va décomposer les déplacements sous forme de translation et de rotation. Par exemple ici, voilà un déplacement où on va pouvoir caractériser le passage de l'état 1 à l'état 2 par le biais, par l'intermédiaire d'un vecteur déformation, d'un vecteur translation, petit u, qui dans le plan xy aura deux composantes, u indice x et u indice y, ces composantes dépendant des coordonnées du point m, coordonnées notées petit x et petit y. Il peut y avoir toujours des déplacements sans déformation, mais avec une rotation. C'est ce qu'on va voir sur cette planche. Arrivé à l'état final, le petit élément de solide n'a pas la même orientation qu'à l'état initial, et donc pour décrire ceci, on introduit le vecteur rotation oméga. Le vecteur rotation est porté par l'axe EZ, l'axe qui pointe perpendiculairement au plan de la figure, et donc le vecteur rotation oméga s'écrira 0EX plus 0EY plus oméga, un module du vecteur EZ. Et puis enfin, on va avoir des déplacements avec déformation. On suppose qu'on est dans le cas de petits déplacements et de petites déformations. Et donc on va introduire tout d'abord le vecteur dm. Le vecteur dm, c'est dx ex plus dy ey. Et on voit sur la figure que partant de l'état initial et en rejoignant l'état final, on a eu d'une part
une translation, d'autre part une rotation, et puis la distance initiale entre les points M0 et M'0, qui est devenue la distance entre les points M et M', s'est accrue. Il y a donc eu un changement de forme et une déformation. On va exprimer le vecteur déplacement U plus du sous la forme d'un vecteur rotation, d'un vecteur translation et d'un vecteur déformation. Voilà. Donc l'objectif de cette première séquence va être d'écrire le vecteur déplacement comme la somme d'une translation, d'une rotation et d'une déformation, et cela va nous amener à introduire la matrice associée au tenseur des déformations. Alors, regardons ce qui se passe ici. Le vecteur U plus du va être décomposé à partir du vecteur translation et du vecteur du. Le vecteur du a deux composantes, une composante suivant l'axe des x, dux, et une composante suivant l'axe des y, duy. Et on va réaliser la différenciation vectorielle du vecteur U. Donc U de x, c'est U de x de x et de y, ça dépend de la position M, du point M. Donc dux est égal à dux sur dx dx plus dux sur dy dy. De la même façon, on observe duy sous la forme de duy sur dx dx plus duy, dérivée partielle de uy par rapport à y, dy. Et donc le vecteur du s'écrit sous la forme qui est indiquée sur le transparent. On va associer ce vecteur du au vecteur dm que l'on a défini précédemment, dm étant égal à dx ex plus dy ey. Et on va chercher à faire apparaître le vecteur dm dans l'expression de du. Et donc ceci nous amène à introduire une matrice. On voit par exemple que la première coordonnée du vecteur du est égale à dux sur dx dx plus dux sur dy dy, et pour la seconde composante, duy sur dx dx plus duy sur dy dy. Eh bien, la matrice qui permet de relier du à dm, ce sont deux vecteurs, c'est ce qu'on appelle la matrice gradient du vecteur u. Cette matrice est notée symboliquement avec une double barre. Voilà. Donc, classiquement, en analyse vectorielle, on apprend que le gradient d'un scalaire est un vecteur. Eh bien, on utilise ici le gradient d'un vecteur qui est un tenseur. Alors, la matrice gradient va donner lieu tout de suite à une décomposition en partie symétrique et partie antisymétrique. Donc, toute matrice peut être décomposée sous la forme d'une somme d'une partie symétrique, c'est le premier terme après le signe égal, 1/2 de grade de U plus transposé de grade de U, et d'une partie antisymétrique, 1/2 de grade de U moins transposé de grade de U. Quand on fait la somme, les transposés de la matrice gradient s'annulent, et donc il nous reste 2 fois 1/2 de grade de U. Alors, faisons le calcul. Alors, la partie symétrique, on va la noter ponctuellement S avec barre pour un tenseur. La partie symétrique, on la notera A avec une double barre pour rappeler qu'il s'agit d'un tenseur d'ordre 2. Alors, on va dans un premier temps étudier la partie symétrique, c'est celle qui va faire apparaître la matrice associée au tenseur des déformations. Dans un second temps, on étudiera la partie antisymétrique de cette décomposition et on fera appel à un produit vectoriel mettant en œuvre le vecteur rotation dont on a parlé au départ. Alors regardons la partie symétrique et développons. Grade de U, on va le transposer. Donc je vous rappelle que la transposée d'une matrice consiste à remplacer les lignes par les colonnes. Donc la transposée d'une matrice carrée est une matrice carrée. Et donc on obtient une matrice de 2. Premier terme, dux sur dx. Deuxième terme, diagonale, duy sur dy. Et ensuite, bien deux termes qui sont égaux.
1 demi de duy sur dx plus dux sur dy sont les termes extradiagonaux. Eh bien, on va poser la chose suivante. Epsilon x égale dux sur dx, premier terme diagonal. Epsilon y égale duy sur dy, second terme diagonal. Et pour les termes extradiagonaux, on va les noter gamma, indice x, y. Ce qui fait que la partie symétrique de la décomposition se note sous la forme de la matrice que l'on voit à l'écran, epsilon x, gamma xy, epsilon y, et c'est cette matrice que l'on appelle la matrice associée au tenseur des déformations. Alors que représentent les différents termes? Bien, on va le voir sur le transparent suivant, mais regardons encore les formules. Epsilon x égale dux sur dx, c'est la variation de la composante horizontale du vecteur u par rapport à x. C'est ce qu'on va appeler l'allongement unitaire dans la direction portée par le vecteur ex. Au même titre, epsilon y, c'est la dérivée partielle de la composante uy du vecteur u par rapport à y. Ce sera l'allongement unitaire observé dans la direction portée par le vecteur ey. Alors un allongement unitaire, ça veut dire un allongement par mètre. C'est pour ça que ou par unité de longueur, c'est pour ça que les déformations sont des grandeurs sans dimension, mais que l'on exprime parfois sous la forme de 300 micromètres par mètre. Ça veut dire que par rapport à une longueur initiale de 1 mètre, eh bien, on a observé une variation de 300 microns. Le terme extradiagonal, ici, noté gamma xy, correspond au glissement de deux directions initialement orthogonales portées par les axes ex et ey. Si après déformation on conserve l'orthogonalité ou on conserve l'angle entre ces deux directions, eh bien le terme gamma xy est nul, et si on a perdu la perpendicularité, eh bien le terme gamma xy va traduire l'angle. C'est pour ça que dans la littérature, on peut trouver le terme de distorsion pour quantifier ou dénommer le coefficient gamma xy. Donc, gamma xy est égal à 1 demi de duy sur dx plus dux sur dy. Voilà. Donc c'est la décomposition de la matrice gradiente du vecteur u qui conduit à la définition de la matrice associée au tenseur des déformations. Alors on pourra généraliser, nous le ferons, eh bien, cette écriture au cas tridimensionnel lorsqu'on a besoin des axes x, y, z pour décrire les déformations. Alors regardons maintenant la partie antisymétrique de la décomposition. On l'avait noté A bar bar, c'est 1 demi de grade de U moins transposé de grade de U, donc on n'a pas trop de difficulté à transposer la matrice de 2. Et donc on observe des zéros sur la diagonale, et on observe au niveau de l'extra-diagonale, des termes extra-diagonaux, deux termes qui sont opposés. 1 demi de dux sur dy moins duy sur dx et son opposé. Alors ces termes, on va faire apparaître la quantité oméga. Voilà. Alors regardons, ou reprenons plutôt le vecteur rotation que l'on avait défini dans les déplacements sans déformation. Oméga égale 0x plus 0ey plus oméga ez. Donc le vecteur rotation est porté par l'axe EZ. On définit le vecteur rotation rigide à partir du produit vectoriel oméga vectoriel dm. Donc on rappelle que le calcul du produit vectoriel fait appel à l'explicitation d'un déterminant. Et donc oméga vectoriel dm s'écrit moins oméga dy ex plus oméga dx ey plus 0 ez. On va poser oméga égale 1 demi de duy sur dx moins dux sur dy. C'est un des termes que l'on a fait apparaître dans la partie antisymétrique de la décomposition. Et donc, la partie antisymétrique va s'écrire sous la forme 0 moins oméga, oméga 0.
On va revenir sur le produit vectoriel. Pourquoi? Parce que si on multiplie cette partie antisymétrique par le vecteur dm, eh bien, on retrouve l'expression oméga vectoriel dm. Alors, quel est le bilan de la décomposition? Eh bien, à gauche du signe égal, on retrouve la matrice gradiente du vecteur u. Eh bien, la décomposition en partie symétrique et partie antisymétrique a permis d'obtenir, d'une part, à gauche, la matrice associée au tenseur des déformations, et à droite, une matrice qui possède des zéros sur la diagonale et moins oméga, oméga sur les termes extradiagonaux. Si on multiplie cette identité par le vecteur dm, qui a pour coordonnées dxex plus dyey, bien voilà ce que l'on obtient. On va obtenir à gauche grade de udm égale epsilon dm plus bien ce qu'on vient de noter sous la forme d'un produit vectoriel oméga vectoriel dm. C'est ce que nous allons voir ici en rappelant l'expression du produit vectoriel. Donc à gauche, on a grade de udm égale epsilon dm, epsilon étant la matrice associée au tenseur des déformations, plus produit vectoriel de oméga dm. Alors, si on fait le bilan de ce qu'on vient d'apprendre, voilà la définition de grade de udm. Grade de udm, c'est le vecteur du, que l'on a rajouté au vecteur u pour traduire le vecteur déplacement. Donc si je rajoute maintenant de part et d'autre du signe égal le vecteur u, j'obtiens à gauche u plus du égale u plus oméga vectoriel dm plus epsilon, matrice associée au tenseur des déformations, dm. Je vois apparaître à gauche du signe égal le vecteur déplacement, et donc on vient de montrer dans un cas bidimensionnel que tout déplacement peut s'exprimer sous forme d'un vecteur translation, d'un vecteur rotation et d'un vecteur déformation. Voilà. Pour exprimer le vecteur translation et rotation, on utilise les développements classiques de la mécanique du point. Et donc, pour prendre en compte la déformation du solide lors d'une sollicitation mécanique, pourquoi pas thermique, on a introduit une matrice nouvelle qui s'appelle la matrice associée au tenseur des déformations. Alors, généralisation, sans démonstration, si l'on est obligé de tenir compte des trois directions de l'espace, portées par les vecteurs EX, EY, EZ, on écrira la matrice associée au tenseur de déformation dans un espace à trois dimensions, en faisant apparaître trois allongements unitaires suivant les axes portés par EX, EY et EZ. Ce sont les termes epsilon x, epsilon y, epsilon z, et trois glissements, gamma xy, gamma xz et gamma yz, qui traduisent les variations d'angle de direction initialement portées par les vecteurs EX et EY, EX et EZ, et enfin EY et EZ. Alors, dans une matrice, qui est ici un tenseur d'ordre 2, il y a des invariants par changement de repère, et en particulier, il y a un invariant qui va nous intéresser ici parce qu'on va lui donner un sens, c'est la trace de la matrice associée au tenseur des déformations. Donc la trace, c'est la somme des termes diagonaux. Cette trace est invariante par changement de repère, et cette trace va représenter la dilatation volumique, delta V sur V. Si la trace est nulle, on a eu une déformation sans changement de volume. Si la trace est différente de 0, on aura une déformation avec changement de volume, augmentation ou diminution. Comment va-t-on exploiter la matrice associée au tenseur des déformations? Donc si on récapitule, cette matrice, on l'obtient à partir du vecteur u et de combinaisons de dérivées partielles de ce vecteur u. dux sur dx, par exemple, pour epsilon x. Une fois que l'on connaît la matrice associée au tenseur des déformations, on va pouvoir calculer l'allongement unitaire dans n'importe quelle direction, petit n, de l'espace. Comment va-t-on obtenir cet allongement unitaire? À partir du produit scalaire du vecteur déformation par n, et d'un point de vue matriciel, ceci s'écrit transposé de n, epsilon n. Attention, pour pouvoir
comparer ce qu'il se passe dans différentes directions de l'espace, et en particulier par rapport aux axes du système de coordonnées initial, il faut que la norme de ce vecteur n soit unitaire. Pour vous aider à faire les calculs, on peut représenter le calcul matriciel à partir de formes géométriques simples, des carrés lorsqu'il s'agit d'une matrice carrée, ici la matrice associée au tenseur des déformations, dans le cas général 3, 3. Donc dans un premier temps, je multiplie cette matrice par un vecteur colonne qui possède 3 lignes. Ce sont les composantes de la normale, du vecteur n traduisant la direction d'intérêt, ce vecteur étant unitaire, et on obtient, en faisant le produit des deux, le vecteur déformation. Pour pouvoir obtenir epsilon n, qui est l'allongement unitaire dans la direction n, on va prémultiplier le résultat que l'on vient d'obtenir par la transposée du vecteur n, que vous voyez apparaître à l'écran, et donc en faisant le produit du vecteur ligne transposé de n par le produit du vecteur colonne, qui est le vecteur déformation, epsilon fois n, eh bien on obtient l'allongement unitaire. Alors il va sans dire que un tableur informatique est capable de faire de façon très aisée ces opérations de produit matriciel et de transposition. L'allongement unitaire est un scalaire dont on rappelle qu'il n'y a pas de dimension, mais qu'on l'exprime généralement en micromètres par mètre. On va s'intéresser maintenant au glissement de dans deux directions orthogonales, n et t, qui ne sont pas systématiquement des directions portées par EX et EY. Donc on a une direction dans l'espace géométrique portée par le vecteur n. On définit une direction orthogonale à cette première direction, elle sera portée par le vecteur t. Les vecteurs n et t doivent être unitaires, toujours pour permettre des comparaisons, et le produit scalaire de ces deux vecteurs est nul, puisqu'on a orthogonalité de ces deux directions. Bien, pour calculer gamma nt, donc le glissement ou la distorsion, eh bien on va utiliser là encore le produit matriciel suivant, transposé de t epsilon n, ou indifféremment transposé de n epsilon t en raison de la symétrie de la matrice epsilon. Regardons comment on le met en œuvre. On part de la matrice epsilon. Comme tout à l'heure, on multiplie cette matrice par un vecteur colonne qui traduit les coordonnées ou qui représente les coordonnées du vecteur n. n étant unitaire, on obtient le vecteur déformation. Et ce vecteur déformation, on va le prémultiplier par la transposée de t, t étant orthogonal à n, et on obtient ainsi, en faisant le produit du vecteur ligne par le vecteur colonne, on obtient la valeur de gamma nt, c'est un scalaire, compte tenu des propriétés de symétrie, gamma nt est égal à gamma tn. Voilà comment on va exploiter la matrice associée au tenseur des déformations. Alors, dans le cheminement logique, si on connaît le vecteur u, en le dérivant, on construit la matrice associée au tenseur des déformations et on aimerait connaître la matrice associée au tenseur des contraintes. On va bénéficier d'une loi de comportement élastique, dans certains cas bien évidemment, et c'est cette loi de comportement élastique traduite par la loi de Hooke qui va nous permettre de passer indifféremment de la matrice associée au tenseur des contraintes à la matrice associée au tenseur des déformations, et on va obtenir un lien terme à terme faisant intervenir deux caractéristiques élastiques, le module de Young et le coefficient de Poisson. Alors voilà les relations qui permettent de passer de la matrice associée au tenseur des contraintes, avec ces termes sigma i et tau ij, à la matrice associée au tenseur des déformations, avec des termes epsilon i et gamma ij, c'est ce que vous voyez à l'écran. Au passage, on peut s'assurer que le module de Young a la dimension d'une contrainte. Donc si vous exprimez les contraintes en mégapascal, attention, c'est l'unité, ici, eh bien, le module de Young sera également exprimé en mégapascal ou en gigapascal. Par contre, le coefficient de Poisson, lui, est un coefficient sans dimension. Si on regarde dans la première accolade les termes nu sur e que multiplie sigma y plus sigma z, puisqu'on vient de dire que la dimension de E était la dimension des composantes normales, par exemple, du vecteur contrainte, il en résulte que la dimension de nu, c'est sans dimension. Voilà. Alors l'ordre de grandeur du coefficient de Poisson,
classiquement compris entre 0,25, 0,35 et 0,5, 0,5 étant le cas du caoutchouc. Alors, on va faire maintenant un petit quiz. Comment définit-on la matrice gradient? Décomposer la matrice gradient sous la forme d'une somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. Dans la matrice associée au tenseur des déformations, à quoi correspondent les termes epsilon indice I et gamma indice IJ? Démontrer que le vecteur déplacement peut être exprimé à partir de la somme du vecteur translation, du vecteur rotation et du vecteur déformation. Et enfin, dernière question de ce premier quiz, pour terminer cette première séquence, exprimer dans le domaine élastique les composantes de la matrice associée au tenseur des contraintes, c'est-à-dire sigma x, sigma y, sigma z, pour les termes diagonaux, tau xy, tau xz et tau yz pour les termes extradiagonaux, ce coup-ci en fonction des composantes de la matrice associée au tenseur des déformations, epsilon x, epsilon y, epsilon z, et puis les termes de glissement ou de distorsion, gamma xy, gamma xz, gamma yz, et naturellement, en fonction des propriétés élastiques du matériau, à savoir le coefficient E, qui traduit le module de Young, et le coefficient nu, qui traduit le coefficient de Poisson. Donc voilà pour cette première séquence, qui avait pour objectif de montrer la définition de la matrice associée au tenseur des déformations et son obtention à partir du vecteur U et de ses dérivés partiels, et puis dans une deuxième partie, l'exploitation de cette matrice pour pouvoir calculer dans n'importe quelle direction de l'espace l'allongement unitaire ou le glissement dans deux directions orthogonales. Donc merci de votre attention et nous allons passer tout de suite à la séquence numéro 2 où on va partir d'un exemple concret pour faire des petits calculs. Voilà, merci encore pour votre attention.